Bonjour à tous. Dans la 39e pratique, nous allons examiner les composants avec sortie 3 états, tristet, buffer bidirectionnel. Nous vous invitons à écouter la vidéo jusqu'au bout. Cette dernière est très importante, mais de préférence de refaire certaines expériences précédentes si besoin ou si nécessaire le cas échéant. Nous préférons donner une leçon théorique relativement importante avant d'entreprendre la pratique digitale via le simulateur ou l'Arduino concernant les buffers et les mémoires, afin d'en faciliter les explications pratiques de la première expérience de la vidéo numérotée 299. Dans cette pratique, nous allons examiner les mémoires. Elles ont une grande importance en électronique numérique et sont très utilisées dans les systèmes à microprocesseurs. Dans les expériences précédentes, vous avez déjà utilisé divers composants pour mémoriser des données. Le plus simple est la bascule qui permet d'enregistrer un seul bit. Un exemple a été donné dans la pratique précédente dans laquelle une bascule a été utilisée pour conserver la retenue. Puisqu'une bascule ne peut mémoriser qu'un seul bit, lorsqu'elle est utilisée comme mémoire, on dit qu'elle a une capacité de 1 bit. Les registres à décalage examinés précédemment permettent d'enregistrer une série de bits dont le nombre dépend du nombre d'étages. Les bascules sont également utilisées comme diviseurs, convertisseurs, série parallèle ou parallèle série, ou comme éléments de comptage. Il existe cependant des composants uniquement utilisés pour conserver des données et qui, par conséquent, prennent le nom de mémoire. Dans les exercices prévus dans cette pratique, vous allez expérimenter une mémoire permettant de mémoriser plusieurs milliers de bits.
Vous savez qu'il existe de nombreux types de mémoire, différentes entre elles selon l'usage auquel elles sont destinées. Toutes sont caractérisées par leur capacité définie par le nombre de bits qu'elles peuvent contenir, par leur temps d'accès, temps nécessaire pour lire ou écrire l'information. Il existe, en outre, des mémoires de type RAM, Random Access Memory, ou mémoire à accès aléatoire, ROM, Read Only Memory, ou mémoire n'autorisant que la lecture. PROM, Programmable Read Only Memory, ou mémoire programmable à lecture autorisée seule. Les EPROM ou EVPROM, mémoire programmable à lecture autorisée uniquement, effaçable par ultraviolet. EAROM ou mémoire EDPROM, effaçable électriquement. Ces mémoires peuvent être de type statique ou dynamique et perdre l'information en l'absence d'alimentation, mémoire volatile, ou la conserver, mémoire permanente. Nous ne pourrons expérimenter chaque catégorie de mémoire. Les EPROM, par exemple, nécessitent un équipement spécial pour être programmés. Les mémoires dynamiques doivent être générées par des circuits dits de rafraîchissement assez complexes. Nous utiliserons pour nos expériences une mémoire statique dont la capacité est 2 kilooctets, soit 2 multiplié par 8 multiplié par 1024 égale 16 384 bits exactement. Avec cette mémoire, vous allez utiliser deux autres circuits intégrés. Un compteur à 12 étages et un buffer bidirectionnel tri-state, puisque ce dernier composant est tout nouveau. Afin de vérifier pratiquement son fonctionnement, il convient de l'étudier au préalable. Composant avec sortie 3 états tri-state.
La figure 1 représente un exemple de raccordement réalisé entre 5 composants échangeant les données entre eux se trouvant sur notre scène communauté. La flèche indique sur le schéma le sens de la formation. Émetteur ou récepteur. Nous pouvons voir sur cette figure la complexité et la structure anarchique du montage. En effet, le nombre des conducteurs de liaison croît rapidement avec la complexité du circuit. Comme vous pouvez le remarquer dans la figure 1, de notre scène, en cliquant sur l'onglet Communauté, nous avons besoin de 20 conducteurs pour 5 composants. En général, pour un nombre n de composants, il faut un nombre de liaisons n égale n-1. Il en résulte que le nombre de conducteurs croît avec l'augmentation du nombre de composants, ce qui élève le coût des systèmes d'une manière inacceptable. Ce problème est typique des mémoires de micro-ordinateurs dans lesquels on utilise de nombreux boîtiers de mémoire intégrés afin de disposer d'une mémoire importante. Chaque circuit de mémoire contient une partie des données qui servent au micro-ordinateur et il est nécessaire de pouvoir lire ou écrire ces données dans une mémoire indépendamment des autres mémoires. Habituellement, c'est l'unité centrale de calcul, c'est-à-dire l'élément essentiel du micro-ordinateur qui utilise ces boîtiers mémoire et doit donc communiquer avec 5.1.2. Dans ce cas, la liaison entre l'unité centrale et chaque circuit de mémoire nécessite, pour les raisons exposées précédemment, un nombre excessif de conducteurs.
C'est pourquoi, afin de réduire le nombre de liaisons, il a été imaginé un autre système n'utilisant qu'une seule liaison pour mettre en communication entre eux tous les composants. Figure 2. Chacun des circuits de mémoire qui se présentent à cette ligne commune de liaison avec l'unité centrale peut transmettre et recevoir des données de l'un des autres circuits. Cette ligne est généralement appelée en anglais bus. Figure 3. Sur cette ligne, plusieurs circuits de mémoire ne peuvent transmettre des données simultanément. Si plusieurs circuits cherchaient à le faire, il y aurait mélange des informations, ce qui les rendrait inexploitables par le circuit récepteur. Cependant, plusieurs circuits de mémoire peuvent recevoir et utiliser les données transmises par un émetteur unique. Voyons quelle est la technique utilisée pour parvenir à ce résultat. Nous supposerons, pour la commodité de notre étude, que nous voulons prélever avec un unique conducteur les niveaux fournis par deux inverseurs. Si on réalisait simplement le raccordement en parallèle entre les deux sorties, comme on le voit dans la figure 4, en sortie, on ne pourrait obtenir aucun signal utile. En effet, si la sortie de l'inverseur A est à 1 et la sortie de l'inverseur B à 0, par exemple, l'état 0 en TTL est indéterminé, mais généralement pris en compte comme un 1. 4 volts pour une alimentation 5 volts en technologie MOS. Nous avons vu dans la théorie ou dans la pratique digitale
Comment un multiplexeur permet de transmettre des signaux issus de plusieurs sources à travers une seule ligne? Figure 5. Cependant, il existe des composants particuliers appelés tristet avec lesquels il est possible d'obtenir le même résultat qu'avec un multiplexeur. Ces composants présentent la particularité de posséder, outre un état bas et un état haut, un état dit haute impédance. La figure 6a présente le symbole d'un circuit de ce type. Il s'agit d'un buffer inverseur tristet qui, outre les classiques entrée et sortie, comporte une entrée de validation repérée dans la figure 6a par la lettre E, initiale du mot anglais enable, qui signifie précisément valide. Lorsque le niveau de l'entrée E est au niveau haut, le composant se comporte comme un inverseur normal, c'est-à-dire que sa sortie donne toujours un niveau complémentaire de celui qui est appliqué à son entrée. Cependant, lorsque le niveau de E est au niveau bas, la sortie se met à l'état appelé haute impédance. Dans ces conditions, le circuit se comporte comme si sa sortie était connectée au point milieu d'un pont diviseur constitué de deux résistances de très forte valeur, comme cela est représenté schématiquement à la figure 6b. En pratique, lorsque la sortie du buffer inverseur est à l'état haute impédance, celle-ci est virtuellement isolée vis-à-vis de la masse et de la tension d'alimentation.
En utilisant des buffeurs inverseurs de type tri-step, il est possible d'atteindre le but que nous nous étions fixés précédemment, à savoir relier les deux sorties entre elles comme représenté figure 4. Il suffit en effet que l'un des deux inverseurs se trouve à l'état haute impédance pour pouvoir lire le niveau disponible en sortie de l'autre inverseur tristet. En procédant ainsi, les signaux délivrés par chacun des tristets ne peuvent se superposer ni s'influencer mutuellement. Figure 7. Du point de vue structure, un composant avec sortie 3 états n'est pas plus complexe qu'un composant classique. La figure 8 représente le schéma de principe du circuit permettant de transformer un circuit CMOS standard en un circuit de type tristet. Comme nous pouvons le voir, il comprend simplement deux transistors MOS reliés en série aux deux bornes d'alimentation plus et masse. Lorsque l'entrée de validation E est portée au niveau bas, les deux transistors MOS sont bloqués. Ils se comportent alors comme des résistances de valeur extrêmement élevée. R off égale 10 puissance 12 mégohm. Ce qui correspond
à 1000 milliards mégomes et le circuit CMOS se trouve en conséquence isolé de l'alimentation et donc isolé des autres circuits. On trouve dans le commerce, outre les buffeurs précités, des portes, des bascules, des registres, des décodeurs et des multiplexeurs possédant un troisième état haute impédance. Dans la figure 9, on peut voir le schéma de principe d'un inverseur tristet de type CMOS. Pour les composants de technologie TTL, la configuration des tristets est différente de celle des circuits MOS. La figure 10 représente le schéma électrique d'une porte NAND TTL tristet. La partie du circuit marquée en couleur bleue est celle qui est ajoutée au circuit de la porte NAND classique, la transforme en porte à 3 états. Lorsque l'entrée de validation E se trouve au niveau haut, la sortie de la porte se met à l'état haute impédance, tandis que lorsque E est au niveau bas, elle fonctionne normalement. Il est très facile avec des tristets de constituer des circuits autour de lignes bus. Il suffit en effet que tous les circuits ayant accès au bus soient de type tristet. En les validant au bon moment, on fait en sorte qu'un seul transmette à la fois et que les autres circuits soient à l'état haute impédance, figure 11.
Cependant, les composants utilisés ne sont pas de type tristet. Il est nécessaire d'interposer entre eux et le bus des buffers de type tristet. Buffer bidirectionnel. Lorsque la sortie d'un circuit doit commander un nombre élevé d'autres circuits, la puissance utile du signal de commande peut être insuffisante pour garantir une transmission correcte des données. Ce problème peut se résoudre en intercalant entre la sortie du circuit de commande et les entrées des circuits commandés un buffer qui permet d'amplifier la puissance du signal de commande. Dans le cas où le buffer est relié au bus, on appelle ce circuit de pilotage de bus ou en anglais bus driver, figure 12. Cependant, il arrive aussi qu'un circuit transmettant des données doit également en recevoir, comme nous l'avons vu précédemment dans l'exemple de la figure 3. Il est donc nécessaire que le driver de bus autorise le passage de l'information dans les deux sens. On utilise alors des composants contenant deux buffers de type tristet reliés comme indiqué figure 13A sur notre scène en cliquant sur l'onglet Communauté. Lorsque l'entrée D initiale de direction est à un niveau bas, le premier buffer est validé et le second se trouve à haute impédance. Le signal peut alors être acheminé dans la direction de haut en bas. Lorsque l'entrée D
à un niveau haut, la situation s'inverse. Le buffer 1 est à haute impédance et le buffer 2 est validé. Le signal peut être acheminé de bas en haut. En raison de cette caractéristique, on appelle ce type de buffer bidirectionnel ou driver de bus bidirectionnel. Ou encore crossover, terme formé par la contraction de l'expression anglaise transmetteur-receveur, émetteur-récepteur. On utilise quelquefois pour ce circuit le symbole graphique représenté figure 13b. Tous nos schémas sont enregistrés sur notre scène communauté de la vidéo numérotée 299. Il suffit de cliquer sur son onglet pour enregistrer sur votre disque dur. Après cette explication théorique, vous pouvez préparer le matériel et effectuer le premier exercice au cours duquel vous allez vérifier pratiquement le fonctionnement du buffer bidirectionnel tri-step. Excusez-moi. Examen et essai de fonctionnement d'un buffer bidirectionnel 3 états. Dans cette expérience, le circuit intégré 74 LS245 sera utilisé. Il contient 8 buffers bidirectionnels tri-step comme représenté dans le schéma de la figure 14. Aux bornes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peuvent être reliées 8 lignes de A1 à A8. Et 8 autres peuvent être reliés aux brosses 18,
17, 16, 15, 14, 13, 12 et 11. De B1 à B8. Les données peuvent être transmises de A vers B ou de B vers A selon l'état de la commande appliquée sur la brosse DIR, abréviation de direction, lorsque l'entrée de commande enable ZBAR est au niveau bas. Lorsque l'entrée enable ZBAR est au niveau haut, le passage des données est interdit dans les deux sens, parce que tous les buffers internes au circuit intégré sont à l'état haute impédance, ce qui équivaut à dire que les sorties de ceux-ci sont déconnectées du bus. Vous pouvez remarquer le signe représenté à l'intérieur de chaque buffer Il indique que les buffers utilisés comportent un circuit de remise en forme du type trigger de Smith. Vous pouvez voir figure 15. La configuration interne du circuit pour une seule des 8 voies A vers B ou vice-versa, c'est-à-dire de B vers A. Nous utiliserons ce schéma par la suite pour comprendre le circuit et en établir la table de fonctionnement au cours de l'expérience. Sachez enfin que le circuit 74LS245 est un circuit de technologie TTL. Et pour cette raison, il doit être alimenté avec une tension stable de 5 volts,
Une tension supérieure pourrait l'endommager. Enlever de la matrice à contact toutes les liaisons et les composants relatifs à la dernière expérience. Assurez-vous de la bonne position de l'interrupteur Mars-arrêt du simulateur ou de l'Arduino. Il doit être en position off lors de son branchement sur le secteur. Insérez le circuit intégré 74 LS245 sur la matrice dans la position indiquée à la figure 16. Effectuez ensuite les liaisons nécessaires. La figure 16 représente le schéma du circuit électrique réalisé. Essai de fonctionnement. Dans cette première phase, vous allez vérifier le fonctionnement de l'un des 8 buffers bidirectionnels du circuit intégré 74 LS245. Mettez SW1 le fil orange sur la position 0 pour valider le circuit et mettez SW0 le fil jaune sur la position 1. Mettez sous tension le simulateur. Ou l'Arduino. L0 et L1 qui clignotent au rythme de 10 Hz. En effet, lorsque SW0, le fil jaune, est sur la position 1, le passage du signal dans la direction de A8 à B8 est autorisé. Ceci est dû au fait que la sortie de la porte 2 de la figure 15 est au niveau haut, alors que celle de la porte 1 est au niveau bas, interdisant ainsi la direction B8 vers A8.
Mettez SW1, le fil orange, sur la position 1. De cette façon, les deux voies sont coupées et le signal ne passe dans aucune des deux directions. En effet, L0 clignote encore, commandé par le signal provenant de l'horloge. Par contre, L1 ne clignote plus. Elle présente une luminosité plus faible que la normale. Sans changer les autres liaisons, reliez la sortie B8 du buffer brosse 11 avec le plus. L1 s'allume avec sa pleine intensité. Reliez la sortie B8 avec la masse. L1 s'éteint. Vous avez ainsi constaté que L1 peut être commandé indépendamment du buffer qui, non validé, n'intervient pas. Enlevez la liaison entre la brosse 11 du buffer à la masse. Éteignez le simulateur. Inversez maintenant le sens de transmission via le fil blanc. En appliquant le signal rectangulaire fourni par l'horloge à l'entrée B8, observez ce qui se passe sur A8. Pour cela, enlevez la liaison entre la brosse 9 le fil blanc et le contact sur l'horloge, c'est-à-dire le fil blanc, puis relier la brosse 11 et le contact de l'horloge, le fil blanc. Basculez ensuite SW1, le fil orange, sur la position 0 pour valider à nouveau le circuit.
Placez SW0, le fil jaune, sur la position 0. Vous inversez ainsi le sens de transmission par rapport à l'essai précédent. Allumez le stimulateur ou l'Arduino. Vous voyez que L1 et L0 clignotent toutes les deux. Le signal passe en effet de B8 vers A8. Pour vérifier si le signal va effectivement de B8 vers A8, répétez la même procédure que pour le cas précédent. Mettez SW1, le fil orange, sur la position 1. Les deux voies sont interrompues. L1 clignote. Tandis que L0 reste allumé. Reliez L0 avec le plus. Vous constatez qu'elle s'allume avec sa pleine intensité. Mettez L0 à la masse, elle s'éteint. Mettez L0 à la masse, elle s'éteint.
Vous venez de vérifier les deux sens de transmission du signal entre A8 et B8 de l'une des 8 voies du circuit intégré 74 LS 245. Adoptez la même procédure pour les 7 autres voies afin de vérifier le fonctionnement correct. Éteignez le simulateur ou l'Arduino. En vous basant sur le résultat obtenu, vous pouvez construire la table de fonctionnement du buffer bidirectionnel indiqué figure 17 qui peut être résumée schématiquement par la figure 18 se trouvant sur notre scène communauté de la vidéo numérotée 299. Cette pratique étant terminée, la suivante sera consacrée à l'essai de fonctionnement d'un compteur à 12 étages ainsi qu'à l'examen des mémoires que l'on verra par la suite de nos leçons. Accrochez vos ceintures parce que ce ne sera pas aussi simple sur les mémoires. On verra cela par la suite. Je vous remercie de votre écoute et de votre patience. À bientôt. La lettre verte, haute impédance. Donc là, on peut brancher un fil, comme nous l'avons fait. Il n'y a pas de court-circuit. Là, c'est en pleine luminosité. Si je mets à la masse, vous voyez, donc la LED verte s'éteint. Ça indique qu'elle se trouve en haute impédance et en même temps, ça me permet automatiquement de protéger le circuit intégré et les autres circuits à l'avenir. Le buffer, ça sert à ça. Et en même temps, amplifier certaines informations que l'on verra plus tard. À bientôt et bonne fin de soirée.